Quel traitement, quelle prise en charge pour le burn-out? Les objectifs de la prise en charge sont les suivants. Ça va d'abord être prendre conscience de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire être vivant, avoir la santé. Ne plus être son propre bourreau, avoir une certaine bienveillance envers soi-même en écoutant les signaux de fatigue qui s'imposent à nous. Il va falloir aussi identifier comment changer sa manière de faire au travail, cette manière de faire qui a amené à l'état pathologique actuel, et sortir ainsi du statut de victime en redevenant acteur de sa vie, de son évolution personnelle. L'idée, c'est aussi de retrouver l'engagement au travail, l'engagement étant un état mental positif, épanouissant, en lien avec le travail, caractérisé par énergie, implication, efficacité. Donc, on voit que c'est l'inverse de ce qui est décrit par Maslar dans le burn-out. Et le concept de flow est ici intéressant. C'est un état optimal d'attention focalisée. Il est intéressant de voir que se rapportant au travail, il est décrit un sentiment de liberté, une concentration sans effort, un contrôle total, un amusement. Donc on voit que sur le petit schéma, quand le challenge est trop élevé par rapport aux capacités, on tombe dans le burn-out. Quand le challenge est trop faible par rapport aux capacités, on tombe dans le bore-out, dans l'ennui. Et donc on voit que c'est un équilibre savant entre challenge et capacité qui va permettre de se trouver dans ce flow. Les principes de la prise en charge, eh bien l'HAS nous dit que c'est traiter le trouble identifié et agir sur le contexte socio-professionnel à l'origine du trouble. Le médecin traitant coordonne la prise en charge. Alors ça, c'est ce qui est écrit. Dans la réalité, c'est un petit peu plus difficile, surtout que les médecins ont parfois du mal à communiquer entre eux, faute de temps. Le médecin traitant donc collabore avec le médecin du travail après accord du patient. En effet, le secret médical ne peut être partagé avec le médecin du travail que si le patient est au courant que nous prenons contact avec le médecin du travail et qu'il autorise ce que nous allons dire, qu'il a un droit de regard et de censure sur ce que nous dirons. L'intervention d'un psychiatre peut être sollicitée pour les cas complexes ou sévères, pour réévaluer les traitements ou pour poursuivre l'arrêt maladie. Alors, peut-être effectivement que toutes ces demandes de consultation pour motif professionnel arrivent à mon cabinet, puisque l'HAS indique au médecin qu'il faut envoyer le patient pour faire les arrêts maladie longs. Voilà. Au niveau médical, l'idée c'est d'évaluer, encore une fois on le souligne, en priorité le risque suicidaire, traiter le trouble identifié, donc pas de recours systématique aux antidépresseurs. En effet, on peut très bien être en burn-out, en arrêt à la maison, sans aucun médicament. Le repos, le changement d'activité peut suffire. Les prises en charge peuvent être psychothérapiques, psychocorporelles, et l'arrêt de travail vient pour interrompre l'exposition aux facteurs de risque professionnels. Le management s'est emparé des 7 étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross pour décrire cette forme de perte, de désamour, on pourrait dire aussi, que le burn-out constitue par rapport au travail. À la différence du deuil où il y a un choc de la perte de la personne aimée, là, le burn-out, qui est un processus progressif, on ne va pas avoir ce choc. Éventuellement, peut-être, si dans le burn-out, il y a un accident du travail, c'est-à-dire un moment précis dans la biographie de la personne, et on verra plus tard en quoi cet accident du travail peut correspondre pour le burn-out. On va surtout avoir cette phase de résistance au départ qui va recouvrir la période de déni, de colère et de marchandage du deuil. Toute cette période de résistance qui est toujours attachée au poste, toujours attachée à ce qui s'est passé, donc tournée vers le passé. Et ensuite, on verra que la courbe qui remonte vers l'acceptation, la reconstruction, et elle, tournée vers le futur.
On a donc un déni. Un déni, au départ, on l'a vu, c'est la difficulté, le refus de reconnaître et d'affronter la réalité, avec une contestation des signaux de surmenage et d'épuisement. On a ensuite la partie colère, la partie marchandage. La colère est une réponse émotionnelle forte. Elle démarre donc à la fin du déni, après avoir réalisé les faits. Elle est d'une intensité variable selon la maturité affective de la personne. Cette colère peut être contre soi-même. Pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'y suis pris? Ou contre les autres. On s'emporte, on cherche un coupable, on a envie de vengeance. On a aussi un sentiment de ne pas avoir été respecté. Parfois, cette colère est accompagnée de peur, qui est la prise de conscience du risque de perte de ses habitudes, perte du travail, perte de la position sociale. Et le marchandage, ça va être d'essayer de tout faire pour rester dans la même situation, pour revenir dans un passé qui est théoriquement meilleur. Alors là, on arrive au bas de la courbe, qui est la partie tristesse, et qui signe une forme de changement finalement, puisqu'elle va permettre de passer vers le futur. Donc c'est une étape charnière. C'est le temps du repli sur soi, de la résignation. Malgré les tentatives de marchandage, la réalité s'impose. Et à force d'éprouver des émotions négatives, eh bien, la personne va avoir un désir et un besoin de changement. La tristesse va, si tout se passe bien, arriver vers une phase d'acceptation, acceptation de la perte, et le regard se porte alors vers le futur, vers des choix possibles, de nouvelles façons de s'adapter. La confiance augmente et l'avenir semble moins sombre. On va finir vers la construction ou reconstruction, qui est progressive, avec un changement compris et intégré. La personne acquiert de nouvelles forces, de nouvelles façons de faire. Elle a plus d'énergie, plus de motivation, plus de confiance en elle-même, elle a de nouvelles ressources. Et cette phase s'accompagne d'une croissance personnelle que la courbe nous montre bien avec cette petite flèche qui monte, qui monte, qui monte, avec le temps. Donc vous retrouvez la description dans ce tableau. Voilà un modèle d'accompagnement. Donc, comment faire dans la partie déni colère lorsque la personne est encore sous le choc de ce qui a pu se passer? Eh bien, on va informer la personne de son état, de ce qui va se passer. On peut aussi lui expliquer que ça va prendre du temps. Donc, au moins, la personne n'est pas dans le flou. Elle peut justement déjà commencer un peu à maîtriser cet arrêt qu'elle n'a peut-être pas vu venir. Ensuite, pendant la phase de marchandage, négociation et tristesse, la personne se remet en question, on va la guider, on va l'aider. On va lui proposer des techniques d'affirmation de soi, la prise en charge évidemment de la dépression. Les TCC vont être grandement utiles dans cette partie-là. Et puis quand la personne commence à accepter, se tourner vers le futur, on va l'encourager à continuer la remobilisation. Et une fois que la personne est engagée, eh bien on va reconnaître tous les efforts faits et tous les progrès effectués. Le retour au travail doit être anticipé et préparé. Il faut organiser une visite de pré-reprise avec le médecin du travail. Alors il peut y en avoir une ou plusieurs, mais la demande doit émaner du patient. Alors évidemment, c'est à nous de le suggérer au patient, parce que le patient n'est pas censé connaître tous ces rouages-là. Parfois, c'est le médecin conseil de la Sécu qui le sollicite, qui sollicite cette rencontre lors des rendez-vous de contrôle, lorsque l'arrêt maladie commence à durer un peu trop. La visite de pré-contrôle ou de pré-reprise est obligatoire pour les arrêts supérieurs à 3 mois. Le médecin du travail peut alors, lors de cette visite, recommander des aménagements et des adaptations du poste de travail, des mesures de reclassement ou de réorientation professionnelle avec, si nécessaire, des formations. Attention toutefois au risque de reprise trop précoce. Donc la visite de pré-reprise se fait à la demande du patient
pendant son arrêt maladie, c'est une visite qui reste informelle. L'arrêt maladie peut se poursuivre à la suite de cette visite de pré-reprise qui va aider le patient à réfléchir à sa reprise, à savoir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. La visite de reprise s'effectuera après la reprise du travail. Il faut aussi faire attention aux arrêts trop longs puisque ça désinsère complètement le patient de son milieu professionnel. Ça peut augmenter sa peur de retourner au travail parce que plus on redoute quelque chose sans s'y confronter, plus on l'évite, du coup, plus la peur et l'angoisse augmentent. Après 6-8 mois, il est clair qu'il est difficile de revenir au travail, surtout qu'on a certainement été remplacé pour que la boîte continue de tourner. Et puis surtout, on a aussi peur de la réaction des autres lorsque l'on reprendra. Et le résultat final de toutes ces démarches, ils sont variables. On peut avoir un retour au travail dans le même poste, ou alors un changement de poste, ou une adaptation de poste. On peut avoir une rupture de contrat. Ça va être une rupture conventionnelle quand l'employeur et le salarié se mettent d'accord. Ça peut aller jusqu'au prud'homme lorsqu'il y a conflit avec l'employeur. Le médecin du travail peut parfois prononcer une inaptitude au poste avec un reclassement ou un licenciement pour inaptitude. Alors, ce licenciement pour inaptitude est beaucoup utilisé parce que souvent, les patrons refusent la rupture conventionnelle. Ils doivent en effet verser des indemnités supplémentaires aux salariés. Et donc, du coup, c'est la médecine qui va se charger de régler le problème en prononçant une inaptitude. Mais attention, c'est une inaptitude à ce poste. Donc, on peut très bien être secrétaire et inapte au poste où on est actuellement, mais pas inapte aux autres postes de secrétaire. Et puis ça peut se finir par un licenciement. Les aspects administratifs sont prépondérants dans la prise en charge du burn-out, puisqu'on passe notre temps à faire des certificats, des arrêts maladie. Leur attention aux certificats médicaux qui doivent répondre à certaines règles. On doit d'abord savoir à quoi va servir le certificat, parce que souvent des certificats mal utilisés peuvent plus desservir le patient qu'autre chose. Attention à ne rédiger le certificat qu'après examen de la personne et de décrire de façon précise et objective les éléments constatés sans dénaturer les faits. Transcrire si nécessaire les doléances du patient, entre guillemets, ou alors sous forme conditionnelle. En effet, on ne peut que rapporter ce que le patient dit, à aucun moment on n'a pu constater les faits. Aucune relation de cause à effet, donc, ne peut être faite dans le certificat. Il faut limiter les propos à ce qui concerne le patient et lui seul. On ne doit pas faire référence ou mettre en cause des tiers. Et attention à la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance. Le risque de certificat mal rédigé, c'est la poursuite devant les juridictions ordinales et civiles pour diffamation, tentative de substitution à la justice. Attention aussi au certificat demandé par l'avocat. Quel est le rôle du médecin du travail? Eh bien, sa compétence est liée à la pathologie professionnelle. C'est lui qui peut faire le lien parce que lui seul a les éléments pour faire le lien entre l'état de santé et l'activité professionnelle. Dans le travail, il a une mission générale de prévention, donc consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Le médecin du travail doit aussi surveiller l'état de santé des travailleurs et dépister les maladies liées au travail. Il a aussi une obligation légale de signaler à l'employeur en réunion de CHSCT les risques encourus par les salariés. Le médecin du travail peut échanger, toujours avec l'accord du salarié, des informations avec les autres médecins impliqués dans la prise en charge. Alors justement, maintenant, la reconnaissance du burn-out en accident de travail. En effet, tant que le burn-out est en arrêt maladie, eh bien, c'est la Sécu qui paye, c'est-à-dire la société. Et il peut parfois être choquant de voir que c'est la société qui va payer pour un management inadéquat d'une boîte. Donc,
Reconnaissance possible en accident de travail si le burn-out survient à la suite d'un événement bien déterminé lié au travail. En effet, la définition d'accident de travail, c'est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident, c'est donc un caractère soudain qui a un lien direct avec le travail, et il faut un élément déclencheur identifiable. Donc ça peut être un stress post-traumatique, une crise de larmes, un entretien avec un supérieur qui se passe mal, etc. Le fait générateur doit être caractérisé comme anormal par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail. Donc, si on a un entretien tous les jours avec son chef et qu'un jour on déclenche une crise de larmes, eh bien ça ne sera pas reconnu comme accident de travail puisque c'est quelque chose d'habituel. Dans le cadre de l'accident du travail, le salarié perçoit l'intégralité de son salaire. Tous les soins liés à l'accident sont gratuits. Il y a donc une part des indemnités journalières qui est versée par la sécurité sociale et le reste est versé par l'employeur. Alors, la maladie professionnelle, dont la description correspond plus à celle du burn-out, puisque les caractéristiques de la maladie professionnelle, c'est son apparition progressive, le lien direct et essentiel avec le travail, mais pas forcément exclusif. Donc, on peut avoir un burn-out et des problèmes à la maison. Ça, c'est parce que souvent, d'avoir des problèmes à la maison, on dit bon, ben, c'est parce qu'elle n'est pas bien chez elle, qu'elle supporte plus le travail. Donc, non, ce n'est pas exclusif. Dans le cadre de la maladie professionnelle, lorsqu'elle est reconnue, l'assurance maladie lance une enquête sur le lieu de travail, sur les conditions d'apparition de la maladie, et l'employeur paye la totalité. On va devoir aussi relater, nous en tant que médecin, donner une idée de l'état antérieur de la personne. Les pathologies professionnelles sont inscrites dans le tableau des maladies professionnelles du régime général. Sauf que le burn-out n'y est pas, même si en février 2017, une mission parlementaire a fait 27 propositions devant l'Assemblée nationale, parmi lesquelles la reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel en maladie. Si la pathologie, donc notre burn-out, n'est pas inscrite, la procédure va être longue. Le dossier va être étudié par le CRRMP, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est composé d'experts médicaux. Il va statuer sur le lien de causalité, d'attribution de la maladie au travail. Et cet avis va s'imposer à l'organisme de sécurité sociale. La maladie est reconnue comme professionnelle si l'incapacité permanente est d'au moins 25% ou s'il y a décès, c'est à la victime ou à ses ayants droit d'en apporter la preuve. Comme dans toute pathologie, eh bien, prévenir, c'est mieux que guérir. Donc, c'est pareil pour le burn-out et les risques psychosociaux. Quelles sont les conséquences des risques psychosociaux pour l'entreprise? Ils sont très importants. Désorganisation, absentéisme, turnover, difficultés pour remplacer le personnel, pour former les nouveaux, démotivation, perte d'innovation, dégradation de la productivité, dégradation du climat social, augmentation des accidents de travail, atteinte à l'image de l'entreprise. Il a été évalué par l'INRES, Institut national de recherche et de sécurité santé au travail, que les RPS coûtent plus de 2 milliards par an et que pour 1 euro dépensé dans la lutte contre ces risques psychosociaux, 3 à 5 euros pourraient être économisés, parfois même jusqu'à 12 euros en dépenses de santé à long terme. Donc le retour sur investissement est très rentable. Les obligations pour l'employeur, quelles sont-elles? Selon le Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsqu'une organisation délétère du travail provoque une souffrance pour un salarié ou un agent public, la responsabilité de l'employeur est engagée. L'employeur se doit d'engager des actions de prévention des RPS, des actions d'information et de formation et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Par exemple, vous avez sur la droite une affiche éditée par l'INRES sur les conseils aux managers pour agir au quotidien. Tout ceci découle sur la notion de qualité de vie au travail, qui s'inscrit dans le dialogue social de toute entreprise. Pour le Bureau international du travail, qui est une agence spécialisée de l'ONU, la lutte contre le stress au travail représente sans doute l'un des grands défis que devront relever les gouvernements, les employeurs et les syndicats au cours des années à venir. Et les entreprises qui auront plus de chances de réussir à l'avenir sont celles qui aideront les travailleurs à faire face au stress et qui aménageront soigneusement le milieu du travail afin qu'il soit mieux adapté aux aspirations humaines. Eh bien, on ne peut que le souhaiter. Quelles sont les conditions de cette perception de la qualité de vie au travail? Selon l'ANAC, l'Agence nationale pour l'analyse de l'amélioration des conditions de travail, eh bien, les conditions d'emploi et de travail avec un environnement, des conditions de vie extra-professionnelles, des conditions de travail. Les autres ingrédients, c'est la capacité d'expression et d'action et le contenu du travail. Et ces trois ingrédients peuvent déterminer la perception de la qualité de vie au travail. Voilà les 6 axes principaux de la qualité de vie au travail, toujours selon l'ANACT. Donc, l'environnement professionnel, le travail et les moyens mis en place pour les réaliser, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, l'organisation interne du travail, les relations sociales entre collaborateurs et aussi avec la hiérarchie, et l'évolution de la carrière et l'accomplissement personnel au niveau professionnel. En conclusion, Patrice Légeron, en 2015, la France est en dessous de la moyenne européenne pour les actions mises en place. Pourtant, plusieurs actions ont été menées. Création de l'ANACT en 1973 par le ministère du Travail, accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement et la violence, la qualité de vie au travail et l'égalité. En 2008, le rapport Nas et Légeron préconise une analyse rigoureuse des suicides au travail avec autopsie psychologique. En 2011, le rapport du collège d'expertise présidé par Michel Golac préconise des indicateurs nationaux pour suivre 6 types de RPS. On voit que beaucoup de documents, de guides, de flyers, d'affiches sont édités par tous les organismes en charge de la qualité de vie au travail chaque année. On en trouve foison sur le net. De nombreuses méthodes de coaching spécialisées en burn-out se trouvent aussi sur le net et dans les librairies, avec la méthode du job crafting, la méthode de Hudson, la méthode RPBO, etc. Cependant, sur le terrain, vous l'avez compris, le psy devient psy du travail. La médecine est sans cesse toujours plus sollicitée pour gérer les conséquences de phénomènes qui ne relèvent pas de sa compétence, mais plutôt de celle d'une politique plus générale et d'une vision de la société. La psychiatrie est une fois de plus entre médecine et société pour faire le tampon. Merci de votre attention.